rêver la ville aux enfants, rêver la ville à hauteur d'enfants. On souhaitait ouvrir le festival avec cette prise de hauteur inversée, c'est-à-dire se mettre à la hauteur des plus jeunes pour essayer de réfléchir différemment à l'espace urbain d'aujourd'hui et de demain. On a 3 intervenantes et intervenants. Je vais commencer comme ça. Olivia Cuir, vous êtes secrétaire générale de l'APCI, qui est l'agence de promotion du design français, et vous êtes la fondatrice de l'Esprit d'Essence, une agence de communication lyonnaise qui travaille sur beaucoup de sujets d'influence et de politique publique. On parlera tout à l'heure d'Urban Chrysalide, qui travaille un peu plus en lien avec la question des enfants et le public des plus jeunes. Tristan Debray, vous êtes délégué municipal élu dans le 5e arrondissement, je ne me trompe pas ? Et à la mairie centrale, du coup. Vous êtes surtout délégué à la ville des enfants. Vous nous parlerez un peu de tout ce qui se fait au niveau de l'intégration des plus jeunes dans la pratique de la ville de Lyon et peut-être même de la métropole, si on élargit un peu le territoire. En tout cas, on aura l'occasion de discuter de cette nouvelle prise en compte qui apparaît dans le débat public sur la place des enfants dans la ville. Et Marine Simoès, je conclus. Et on démarrera avec vous quand même la table ronde. Vous êtes cofondatrice de Chic de l'Archi, qui est une association de pédagogie, de vulgarisation qui essaye d'expliquer et de transmettre un peu les valeurs de l'architecture, de l'urbanisme, du paysagisme aux plus jeunes. Il y a donc cet atelier qui est là-bas et on vous a demandé ou proposé en tout cas de réaliser un petit film qui va faire office d'introduction que je vais diffuser dans un instant. Puis juste derrière, vous nous raconterez un peu comment ce petit film s'est fait. On embrayera. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en tout cas, vous allez pouvoir entendre les enfants qui vont parler. Et on démarre normalement. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est qu'une ville pour toi ? Pour moi, une ville, c'est un espace de vie où on peut faire plusieurs choses, des loisirs, travailler. Oui, il y a des maisons, il y a des squares, il y a des parcs, il y a des jardins. Beaucoup d'arbres et beaucoup de maisons. C'est un endroit où il y a beaucoup d'habitants et c'est aussi une question d'infrastructure. Qu'est-ce qui manque dans ton quartier pour qu'il soit génial ? Un centre commercial, Plus de parcs. des activités pour le loisir, genre bowling, piscine et tout. Plus d'espace vert, avec des arbres pour faire de l'ombre. Et si demain tu avais la possibilité de dessiner une ville, qu'est-ce qui serait différent de la ville que tu connais ? Enlever les espaces où il y a trop de voitures. Plus de restaurants. La pollution, les usines qui gâchent la végétation de la ville. D'arrêter de faire trop de construction parce que c'est toujours en travaux et il n'y a pas trop de changement. Il y aura des panneaux solaires sur les maisons, il y aura plus d'arbres, il y aura moins de voitures. Je mettrais des jeux d'eau. Par exemple, sur le côté du parc, je mettrais des pistolets avec une fontaine si on veut les remplir. Alors, je vais regarder. Normalement, j'ai juste à repasser et on revient sur le tableau. Du coup, Marine Simoès, cofondatrice de Chic de l'Archi, je l'ai dit. L'atelier qui est là-bas, je l'ai dit. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce petit film, mais plus généralement, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller interroger des enfants, des plus jeunes, quand on réfléchit à la fabrique de la ville ? Normalement, il y a un micro. Oui, on va faire comme ça pour l'instant. Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Alors simplement, petite anecdote sur le film. Le film que vous avez vu là, cette petite capsule vidéo, c'est un plan B. C'était un plan B. Le plan A, c'était un micro-trottoir ici. C'est ce qu'on avait imaginé. On trouvait ça chouette de venir dimanche après-midi. Donc pas ce dimanche, le dimanche d'avant. Il y avait des ateliers pour les enfants. On s'est dit, il y aura plein de familles. On va interroger les enfants in situ. Le truc, c'est que ce jour-là, il faisait 34 degrés. Et qu'en fait, à 15h30, quand on est arrivé, des familles, il n'y en avait pas beaucoup. Pas du tout même, donc on est reparti bredouille. Et donc ça c'est le plan B parce que dans les jours qui ont suivi, on a filmé les enfants de nos amis et nos enfants autour des petites questions qu'on avait préparées. Et je voulais du coup juste parler de ça en introduction parce que c'est assez représentatif. Ça montre un peu la limite. Ce site, il paraît, il est génial, il a un potentiel fou. Mais aujourd'hui, et les enfants le disent, pas d'eau, pas de végétation. Nos villes, elles deviennent complètement hostiles et c'est du coup le bon moment, je pense, pour se réinterroger sur la manière de faire la ville, justement avec les enfants pour qu'elle soit plus hospitalière. Je vais reprendre ce micro, je vais vous laisser. Est-ce que vous voulez réagir soit au petit film qu'on a entendu, à des mots qui vous ont fait réagir, soit à ce qui vient d'être dit ? Est-ce que le rôle
des enfants, c'est de rendre cette ville plus hospitalière. Comment ça se passe, Olivia, Tristan, qui vous voulez? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je peux rebondir rapidement à la fois sur ce qui vient d'être dit et sur ce qu'a dit Marine, donc c'est-à-dire faire la ville aussi avec les enfants. Pour donner un exemple, à Lyon, on l'a refait avec les enfants, bien sûr, à travers des conseils qu'on met en place depuis 2020, qu'on développe. Conseil d'arrondissement. Tout à fait, pour répondre à votre question, donc le rôle des enfants, ça peut être notamment, c'est qu'un exemple parmi d'autres bien sûr, mais à Lyon ils sont très actifs et ils se développent beaucoup, donc ce sont les conseils d'arrondissement d'enfants. Effectivement, au même titre que ceux des adultes, pour que les enfants, qui sont des citoyens, on ne les considère pas comme des citoyens en devenir, mais bien comme des citoyens à part entière, avec leur âge bien sûr et les spécificités qui sont propres à leur âge, mais les conseils d'enfants qu'on met en place partout dans Lyon sont un exemple qui leur permet d'avoir un rôle à jouer concret et d'être les représentants des autres enfants, puisque malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, on a souvent oublié ce que c'était que d'être un enfant quand on est adulte, donc ils sont les meilleurs porte-parole des autres enfants. Est-ce que, rapidement, comment ça se passe, peut-être en 2 mots, un conseil d'arrondissement d'enfants, c'est des enfants du quartier qui sont invités à venir, qui prennent des décisions, qui participent, qui donnent leur voix? Comment ça se passe? Ils votent Alors tout ça, oui, tout réuni. Même plus que ça, il faut savoir qu'on a 7 conseils d'arrondissement d'enfants à ce jour à Lyon. Il y en avait un dans le premier arrondissement depuis 2014. Il y en a dans 6 autres arrondissements, notamment dans le 7e. Ici, pas très loin d'ici, j'étais encore il y a quelques jours à la séance de clôture avec le maire de Lyon, donc du conseil d'arrondissement d'enfants du 7e. Et donc les enfants se réunissent une fois par mois dans des commissions thématiques, dont ils ont choisi les thématiques pour la plupart du temps, avec des associations spécialisées qui savent, donc de manière professionnelle, donc accompagner ces conseils, et ils vont faire des propositions, ils vont interpeller les élus également, ils vont faire monter eux-mêmes leurs propres projets, alors la liste serait longue, et également ils vont parfois faire des visites de terrain avec les élus de la ville, les élus d'arrondissement et les services de la ville, pour faire des propositions, par exemple pour la rénovation des aires de jeu, mais encore tous les autres projets, notamment pour les espaces qui les concernent, mais pas seulement. Ok. Olivia Cuir, je vois que ça vous fait réagir. Non, mais ça me fait réagir parce qu'il se trouve que j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, mais ils ont tous été adjoints au maire à la Tour de Salvani. Et j'ai toujours trouvé que c'est ce qui m'a éveillée, en fait. C'est ce que je voulais donner comme exemple, parce que c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser un peu plus à ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte que mes enfants, dès le plus jeune âge, donc ils étaient en CM1, je crois, CM1, CM2. Ma fille était même mère de la Tour, mère des enfants. Et c'était extrêmement émouvant. Okay. Émouvant pour elle, mais émouvant pour les parents. Et en fait, ils font vraiment des choses absolument incroyables. Et ce qui est important, Tristan, c'est qu'ils vont jusqu'au bout de la démarche. Parce que je reviendrai là-dessus, ce qui est important pour les enfants, c'est certes ils ont plein d'idées, ils sont d'une grande fraîcheur, donc ils ont plein d'idées, mais ils ont envie de voir concrètement l'idée se mettre en place. Donc ils vont voir d'autres communes et ils font des voyages d'exploration. Enfin, c'est absolument génial, et toutes les villes et tous les arrondissements de France devraient mettre en place ce système, c'est dingue. Et est-ce que c'est ce qui vous a inspiré à mettre en place ce type de démarche? Alors on parlait, donc vous avez, je ne l'ai pas mentionné, je l'ai très rapidement mentionné, Urban Chrysalide, qui est un action tank, c'est comme un think tank, mais qui a vocation à mettre en place des choses concrètes. Vous travaillez avec les enfants. Pareil, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette démarche? C'est ça qui vous a inspiré aussi Oui, c'est ce qui m'a inspiré, mais parce que depuis très longtemps, je me dis que finalement, pour changer les villes, il faut travailler avec les enfants. C'est du bon sens. Et puis, il faut le faire. Et ça, c'est Stéphanie Cani qui m'avait soufflé ça il y a quelques temps. Il faut le faire très jeune. Il faut le faire certainement avant, peut-être même avant la 6e, avant qu'on se bloque, avant qu'il y ait des a priori. Enfin, vraiment. Et finalement, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet autour de l'eau? Parce qu'à Lyon, c'est un sujet... on a cette proximité avec l'eau qui est absolument incroyable. On a et j'ai toujours trouvé qu'on n'était pas assez proche de l'eau. Moi, je suis originaire du Nord, je suis arrivée à Lyon, c'est ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est cette confluence. Je me dis, on n'aimait pas encore un peu les pieds, et les enfants ne sont pas assez au contact, et il y a quand même plein de choses à faire. Et donc, on a interrogé les enfants, on a mis en place un groupe avec l'école Strat, donc Strat École de Design, Chic de l'Archi qui nous a filé un grand coup de main aussi, et puis des écoles. Et en fait, on a travaillé avec 5 écoles, une centaine d'enfants du CP au CM2, et on les a interrogés sur les enjeux de l'eau et ce qu'ils pourraient imaginer pour rendre l'eau, pour que l'eau soit vraiment partie prenante de leur quotidien et amène du bien-être.
Et ils ont eu un nombre d'idées. À mettre des pistolets à eau comme c'est demandé? Non, justement, mais là, ce qui était génial surtout, ce que je veux dire, c'est le mix entre les étudiants et ces enfants d'école primaire. Et Tristan était là d'ailleurs le jour de la restitution, c'était très émouvant, ils étaient très à l'aise. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était... Ils étaient même plus à l'aise que les adultes, je trouve. Ah oui, c'était dingue. Et ce qui était important, c'est qu'ils ont vraiment... C'est toute la démarche design, hein, ils ont travaillé vraiment ils ont fait vraiment un travail d'observation, d'idéation, sans le savoir. On n'utilise pas ces mots-là avec les enfants, mais ils le font assez naturellement. Puis après, ils ont maquetté. Et donc ces maquettes, elles ont été présentées à Tristan et vraiment aux autres enfants aussi, et puis à d'autres adultes qui étaient là, et à la communauté de design, des designers. Et il manque plus qu'on en parlait à la fin de la session, de prototyper ces idées. Mais voilà, c'était vraiment extrêmement riche, ça a été extrêmement bénéfique pour les enfants, mais aussi pour les enseignants. Les enseignantes sont toutes venues nous voir en disant « mais c'est génial, on refait ça quand ?» Parce que les enfants sont de devenir acteurs, d'être acteurs aussi de leur environnement, de mieux le comprendre et se dire « tiens, moi je peux faire des choses ». Ils étaient très fiers. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait déployer. Mais justement, alors, on en discutait tous les trois individuellement quand on a préparé cette table ronde. Et je vous le disais avec franchise, moi, j'ai pas envie que ce sujet soit trop lisse non plus. Parce que là, ça paraît évident qu'il faut travailler avec les enfants. Ça paraît évident que c'est une bonne chose. Et personne n'est contre la ville des enfants ou la ville à hauteur d'enfants. Mais en même temps, on voit qu'il y a des choses qui peuvent gratter, il y a des choses qui peuvent interroger. On voit que c'est déjà un sujet qui est finalement plus ancien que ce dont on parle aujourd'hui. On a l'impression un peu de redécouvrir ce sujet. Vous, Tristan, vous avez un regard assez engagé sur cette question depuis longtemps. Comment vous percevez cette évolution du long terme? Comment vous percevez le fait qu'on redécouvre un petit peu cette question aujourd'hui? Et comment ça vous interroge, vous, dans votre vécu d'élu? Alors, je suis ni historien, ni sociologue, ni un grand juriste, mais j'ai une idée un peu quand même de l'évolution. Il y a une vraie évolution, notamment depuis la moitié du 19e siècle, de manière générale sur la considération de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? En fait, pendant très longtemps, on a considéré que les enfants appartenaient à leurs parents, en quelque sorte. Et petit à petit, on s'est rendu compte, donc, d'une part, qu'ils avaient des besoins spécifiques, mais également qu'ils avaient des idées, qu'ils étaient créatifs, qu'ils pouvaient être force de proposition. Et surtout, je pense qu'il y a eu un tournant majeur dans le monde, en France notamment, mais dans le monde entier, tout au long du XXe siècle, au niveau du droit, puisqu'il y a eu plusieurs déclarations sur les droits de l'enfant, et je pense qu'il y a eu un grand changement à partir des années 80, et le tournant en 1989, avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la France, bien sûr, juste après, dans la foulée, qui a été un des premiers pays à ratifier cette convention, et à partir de là, on a considéré l'enfant comme un sujet de droit. Il en a découlé notamment l'abolition des châtiments corporels, etc., mais aussi d'autres droits, comme par exemple le droit à la participation. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est très moderne. Le droit à la participation, ça se réalise, ça se concrétise notamment à travers justement les villes qui mettent en place donc des conseils d'enfants, mais pas que, puisque les enfants participent de plein de manières. Et il y a une prise en charge, une prise en considération et un respect plus large maintenant de l'enfant, de manière générale. Et je pense que les villes se saisissent de cet enjeu, l'ont compris. C'est quelque chose de très récent, puisque la ville des enfants, effectivement, c'est une délégation à Lyon qui a une importance majeure dans notre exécutif, vous le savez, mais c'est quelque chose qui commence on voit émerger des délégations ville des enfants, ou en tout cas ce sujet de la place de l'enfant dans la ville de manière générale, et notamment de la manière dont on peut rendre l'enfant acteur des décisions qui le concernent, dans plein de villes, dans plein de villages, et pas qu'en France d'ailleurs. Là, le mois dernier, j'ai eu la chance d'aller à Fano, qui est en Italie, et qui est la première ville des enfants célèbre dans le monde entier, depuis le début des années 90, qui ont mis les premiers conseils d'enfants en place, et on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique, et c'est très positif. Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est vraiment la place de l'enfant dans la société de manière générale et dans la ville en particulier est en train d'évoluer dans le bon sens. Marine Simoès, vous, avec Chic de l'Archi, c'est un peu la même question, mais du point de vue de l'association. J'imagine bien que depuis 2020, il y a une accélération sur ce sujet de la prise en compte de la ville à hauteur d'enfant. On en parle beaucoup, la preuve aujourd'hui. Vous, cette association, elle existe depuis de longues années. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sollicité dans des groupements, dans des lieux comme la Cité des Halles, dans des groupements qui répondent à des appels d'offres? Concrètement, comment ça a nourri votre travail associatif à ce niveau-là? Alors, Chic, c'est une asso qui aura 10 ans l'année prochaine. Comme Demain la Ville, du coup. Donc effectivement, ça fait longtemps qu'on se pose ces questions. D'abord via la sensibilisation, parce qu'on considère que c'est le premier pas à la participation.
Et aujourd'hui, effectivement, on sent depuis 2 ans, enfin moi globalement je dirais depuis le confinement. Le confinement, ça a été un tournant parce que du coup, les enfants allaient plus à l'école, donc on s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils fréquentent d'autres lieux. Et je crois que d'un coup, on s'est posé la question du rapport que pouvaient avoir les enfants à leur logement, à l'espace public, qui du coup n'était pas non plus super adapté. Je crois qu'il y a une question politique aussi. Aujourd'hui, on a des grandes villes qui perdent des habitants, qui perdent une partie des habitants, qui sont les familles. Parce que clairement, l'espace urbain est moins favorable à la vie qu'on peut imaginer avec des enfants. Et du coup, depuis 2 ans, on sent, et nous on est sollicités, on a accompagné plusieurs promoteurs sur des réponses de concours où clairement le parti pris c'était de dire on va réfléchir à la cellule du logement, les espaces partagés, le cœur d'îlot par ce prisme-là, avec la vision des enfants et en mettant en place des démarches participatives avec l'école ou le centre aéré qui est à proximité. Pour l'instant, on n'a pas de projet, on n'a pas réussi à faire émerger encore un projet, mais on voit qu'il y a une vraie volonté de la part des opérateurs et de tous les acteurs de la fabrique de la ville de repenser un petit peu les choses et d'intégrer cette vision-là, qui est finalement assez proche de ce qu'on a pu... Mais bon, on en parle. Non, continue. Non, il y a une dizaine d'années, il y avait cette lecture urbaine, de la construction de l'évolution de la ville par rapport à la place des femmes dans l'espace public. Où on avait commencé à se dire, on vit dans des villes qui ont été construites par des hommes pour des hommes. Si demain on veut une ville plus inclusive dans le vrai sens du terme, peut-être qu'on peut se mettre à la place des femmes. Et aujourd'hui, la question, elle est un petit peu la même, mais avec les enfants. Oui. Et bizarrement, c'est un peu plus consensuel. Parce que moi, j'ai pas mal travaillé sur cette question de la place des femmes dans l'espace public. Et tout de suite, on part sur des questions de militantisme, de politique, etc. Avec les enfants, c'est beaucoup plus consensuel. On arrive à entendre que cette vision-là de l'espace public, du logement, elle doit être prise en compte. Mais moi, ce que j'entends derrière, c'est que se mettre dans la peau d'un usager, entre guillemets, qui est peut-être qui est moins, comment dire, dont on prend moins compte quand on conçoit les espaces publics, va nous obliger à rendre les espaces publics plus inclusifs. Ça, c'est la base théorique qui nous amène à interroger, par exemple, des enfants, etc. On est à peu près d'accord sur cette idée. Oui, l'idée, c'est de se dire, si on arrive à repenser nos espaces publics par ce prisme, en chaussant nos petites lunettes d'enfants, en se mettant en hauteur d'enfants, les solutions qu'on va trouver seront du coup adaptées à, peut-être pas tout le monde, mais à une majeure partie des gens, et c'est la vraie définition de l'inclusivité. Ça, c'est une définition qui est intéressante et qui est importante, qui est d'avoir une ville plus inclusive, plus hospitalière, etc. En discutant avec Olivia Cuir, vous apportiez l'idée même d'aller plus loin, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément plus loin dans la gradation, mais en tout cas, de proposer une strate conceptuelle supplémentaire qui est cette idée de ville apprenante. Vraiment, de ne pas rendre simplement la ville plus hospitalière, mais aussi en faire un lieu dans lequel on apprend, qui est une sorte de prolongement à la fois du logement et de l'école. Comment vous imaginez tout ça ? Quand vous en parlez, quelle est l'idée que vous mettez derrière ? L'idée, c'est que j'ai toujours pensé que la ville était finalement un terrain de jeu d'apprentissage dès le plus jeune âge. Et je veux dire, si la ville on se met dans l'esprit que la ville peut accompagner, comme c'est le cas de l'environnement naturel, comme ça a toujours été le cas quand les gens qui sont nés, moi je vais beaucoup en Afrique, parce qu'on travaille avec mon fils dans un orphelinat, et je me rends compte que les enfants sont quand même beaucoup plus à l'aise en Afrique dans l'environnement, et pourtant c'est pas très loin de Cotonou, dans un environnement assez chahuté, et les frères qui s'occupent des enfants laissent assez facilement les enfants se balader, sortir de l'orphelinat pour entre autres, alors maintenant l'école est rentrée, mais pour se rendre à l'école, parce que les enfants ont appris les codes. Ils ont les codes de leur environnement. Et j'ai l'impression qu'on a complètement oublié ces codes-là. Et c'est pour ça que je disais, j'aime bien dire que plutôt que de mettre la ville à hauteur d'enfant, il faut aussi élever l'enfant à hauteur de ville. Et ça, c'est hyper important pour moi. Je dis, est-ce que, bien sûr qu'il faut amener un environnement sécurisé pour l'enfant, mais il faut rendre l'enfant
acteurs. Ce que tu disais, Marine, est intéressant par rapport à cette période de confinement. Les enfants, ils ont juste oublié que le trottoir en bas de chez eux, c'était aussi à eux, quoi. Ça fait partie, c'est le bien commun, et c'est que à partir du moment où l'enfant comprend qu'il est chez lui aussi, il commence à peut-être un peu plus respecter le lieu. Et il apprend plein de choses. Il peut développer sa curiosité, son imagination. Il peut avoir des idées. Et puis en plus, si on écoute ces idées et qu'on fait en sorte que les idées deviennent réelles, concrètes, et qu'on voit ces idées apparaître après fleurir partout dans la ville, c'est juste dingue. C'est ça que je veux dire. C'est que la ville vraiment doit accompagner tout l'apprentissage de l'enfant jusqu'à sa vie d'adulte, et finalement participe aussi à faire de lui le citoyen de demain. Je pense aussi à la sécurité. On attend tout aussi des élus, de l'institution par rapport à la sécurité. Purée, l'enfant doit devenir acteur aussi de sa propre sécurité dès le plus jeune âge. On peut pas... Moi, je suis toujours sidérée de voir que les enfants... j'interroge les enfants de mes amis, ils savent aller dans la ville, et j'ai encore ma sœur qui est dans le Paris, ils savent aller à l'école. Et elle est chez l'épicier, à la limite, pas plus. Enfin, c'est incroyable. Et à partir du moment où... et souvent, quand on ne connaît pas, on a peur. Donc, si on se dit qu'on peut aider l'enfant à se réapproprier, à avoir moins peur, il y a toujours des peurs, des fascinations et tout, mais finalement, je reviens sur mes petits Africains, j'étais au Botswana à Noël, les enfants, ils contournent le matin la rivière où il y a les hippos, parce que les hippos, c'est hyper dangereux, ils le savent, et en fonction de l'horaire, ils vont changer. Ça paraît complètement fou, mais ils font ça depuis des siècles, et nous, on a désappris. Il y a eu peut-être revenir sur des choses assez basiques et du bon sens. Vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ? Alors, moi j'aime beaucoup ce concept de ville apprenante, et je pense qu'en fait, donc j'ai ressorti ce livre qui s'appelle The Playground Project en préparant la conférence, et je pense qu'en fait, cette ville apprenante, on l'a eue. Et en fait, entre les années 1950 et 1980, il y a plein de pays en Europe qui avaient développé des aires de jeu. Alors certes, la norme n'était pas reine, mais aujourd'hui, c'est documenté, et je pense que s'il y a des gens qui ont des enfants, je vous montre le livre, la plupart des c'est flippant, c'est-à-dire que c'est des aires de jeu où on voit des enfants qui bricolent, donc qui portent des gros morceaux de bois, qui scient, qui expérimentent, etc. Et je crois que depuis les années 80, nos villes se sont vraiment aseptisées. Et en premier lieu, le seul endroit qui était réservé aux enfants est devenu complètement... mais les aires de jeu qu'on connaît aujourd'hui pour les enfants, c'est assez insipide, c'est ultra sécurisé. Le truc le plus subversif que peut faire votre enfant, c'est monter un toboggan à l'envers, et bon, il risque de se faire engueuler par des parents. Et là, à cette époque-là, vraiment, on avait des lieux où les enfants pouvaient imaginer des choses, les construire, expérimenter avec les autres, alors qu'aujourd'hui, on leur laisse plus de place. Il n'y a plus de place à l'imagination, il n'y a plus de place pour l'expérimentation. Et c'est inquiétant pour leur développement cognitif, et à etc. l'erreur. Oui, aussi. se tromper, réessayer, etc. Mais le truc, c'est de se dire que demain, ces enfants seront des adultes, que ce sera à eux de trouver des solutions pour traverser les crises qu'on connaît déjà et qui vont certainement s'accentuer. Et si on ne leur donne pas aujourd'hui la possibilité d'expérimenter, de tester, de réfléchir à des solutions sur une chose aussi basique qu'une aire de jeu, on est peut-être un peu mal barré. Là, Tristan, j'ai envie de me tourner vers vous. Parce que on entend quand même des propos qui sont relativement... qui dressent un tableau relativement sombre, en tout cas, de la manière dont la ville a évolué et a dépossédé les enfants. On a des enfants qui ne peuvent plus s'approprier un peu plus loin que le chemin qui mène à leur épicerie. On voit bien que les enfants ne peuvent plus autant essayer, apprendre, se tromper, se casser la gueule, pardon pour le terme. Vous, en tant qu'élu, vous êtes impliqué là-dessus, vous faites plein de choses, mais qu'est-ce que vous pourriez faire de plus ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de plus ? Et si on se projette aussi, qu'est-ce que vous attendriez d'autres acteurs urbains, ou d'autres acteurs au sens large, pour qu'ils se saisissent à leur tour de ce que vous essayez de porter, vous, avec, par exemple, les conseils d'arrondissement ? Vaste question, mais si on se projette. Vaste question au pluriel, hein. Il y a eu beaucoup de choses, je vais essayer de
d'être concis, mais de reprendre plusieurs choses qui ont été reprises à ma gauche et à ma droite, et par vous-même. Donc, pour répondre à toutes ces questions, donc effectivement déjà historiquement, les grandes villes ne sont pas du tout construites, ou en tout cas reconstruites, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, pour les enfants, absolument pas. D'ailleurs, tu as parlé de la place des femmes tout à l'heure, mais il y a aussi la place des personnes âgées, la place des personnes en situation de handicap, etc. Les grandes villes ont plutôt été pensées et repensées pour plutôt des jeunes qui se déplacent en automobile et qui peuvent se déplacer assez facilement, qui ont les moyens aussi de se déplacer, etc. L'enfant a été complètement oublié en fait pendant 50 ou 60 ans, et ce qu'on veut faire à Lyon et dans beaucoup d'autres villes, heureusement, c'est réinverser ça et partir à l'inverse de l'enfant pour, comme le dit Francesco Tonucci, faire une ville adaptée aux enfants, puisqu'une ville adaptée aux enfants, c'est une ville adaptée à tous. Qui est donc Francesco Tonucci, qui est un des grands penseurs de la ville des enfants, on n'a rien inventé, on est simplement, on essaye de faire pareil, mais peut-être mieux que la ville de Fano en Italie que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire d'une part rendre les enfants acteurs de la ville à travers quelques exemples que j'ai évoqués, mais aussi de réaménager la ville en prenant en compte leurs besoins spécifiques, en faisant des enfants la priorité lorsqu'on va penser n'importe quel projet de réaménagement urbain, et également par rapport aux aires de jeu, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va toujours systématiquement concerter les enfants sur ce qu'ils veulent, puisque je partage tout à fait le diagnostic qui a été fait. Les aires de jeu globalement sont assez stéréotypées, elles répondent parfois plus aux besoins des parents ou des professionnels de l'enfance et de la petite enfance, c'est-à-dire avec des normes de sécurité avant tout, ce qui est important bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et lorsqu'on concerte les enfants, et on le fait systématiquement depuis 3 ans, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément les mêmes demandes. Un exemple tout simple mais qui est assez drôle, c'est qu'une demande des enfants qui est assez récurrente, c'est tout simplement qu'on inverse de place les bancs, pour pas que les parents puissent les surveiller. C'est un exemple qui en dit long. Ils nous demandent souvent de mettre les bancs à l'envers. Est-ce que la ville à hauteur d'enfant, c'est une ville dans laquelle on enlève les parents de temps en temps ? Non, simplement, ce serait plutôt une ville dans laquelle on permet aux parents d'avoir un œil sur leurs enfants, bien sûr, mais où on donne l'impression aux enfants que ce n'est pas le cas. Parce que les enfants veulent être autonomes. Tu l'as évoqué, Olivia, il y a un besoin fondamental chez n'importe quel enfant, on s'en souvient plus, nous, malheureusement, mais de vouloir être grand, de vouloir être considéré comme une grande personne. C'est pour paraphraser Françoise Dolto. En tout cas, les enfants, en général, veulent être considérés comme un grand à n'importe quel âge. Et plus ils grandissent, et plus ils veulent être considérés comme des grands. Et nous, on a tendance à l'oublier. Et je pense que ce qui est fondamental, c'est d'avoir toujours à l'esprit, quand on va lancer un projet, quel que soit le type de projet, quel que soit notre métier, de se demander l'impact que ça aura sur les enfants, et parfois de se demander que penseraient les enfants si on leur donnait la parole. Et même encore mieux, quand c'est possible, de leur donner la parole sur n'importe quel type de projet. Ils sont toujours concernés, de toute façon, que ce soit des projets de réaménagement urbain, que ce soit des projets de voirie. Tu as évoqué ça aussi, l'autonomie des enfants en ville. Effectivement, la ville est dangereuse. Malheureusement, elle l'est, c'est un fait, pour les enfants qui sont vulnérables, qui n'ont pas même le champ de vision que les adultes. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des enfants aussi en ville, de leur permettre de pouvoir aller plus qu'à l'épicerie du coin ou à l'école à pied, plus loin tout seul, et de pouvoir se promener en ville tout seul. Mais on en est encore très très loin. On y arrivera peut-être un jour. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Moi, je vous propose peut-être d'avoir un petit mot de la fin chacun si vous en avez envie. Et puis après, on passera à une petite dizaine de minutes de questions si ça vous va. Mais il y a encore du travail. C'est quoi pour vous les axes de priorité de ce travail à faire, que ce soit au niveau de vos agences, de votre métier d'élu, vous en tant qu'association, d'essayer d'initier et de décloisonner un peu les imaginaires par rapport à ces métiers qui peuvent paraître un petit peu éloignés des considérations des enfants ? Ça va être ça le travail de Chic de l'Archi dans les années à venir ? Alors, le travail de Chic de l'Archi, c'est finalement de faire de la pédagogie auprès des enfants, des parents, mais aussi auprès des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage. Et aujourd'hui, quand on a une commande d'une collectivité, d'un aménageur pour accompagner un groupe d'enfants sur un réaménagement urbain ou sur le projet d'un parc, etc., on fait finalement autant de pédagogie avec les enfants qu'avec notre donneur d'ordre qui sent qu'il y a quelque chose à faire, mais qui n'a pas tout à fait encore les clés pour intégrer de manière systématique le jeune public et les adolescents, on n'a pas trop parlé des adolescents, sur ces projets. Et donc oui, l'objectif c'est ça, et nous on accompagne beaucoup d'aménageurs, de promoteurs sur comment on peut rendre cette implication des enfants et cette prise en compte en fait, du jeune public de manière un peu plus automatique et systématique. C'est quoi ? Faut sensibiliser en fait les enfants, c'est même pas le plus dur. Ce qui est le plus dur, c'est de sensibiliser les adultes à une nouvelle manière de penser. C'est pour ça qu'on a créé Chic de l'Archi, parce qu'on s'est dit qu'avec les adultes c'était trop tard. Non, c'était trop tard. C'est-à-dire que moi j'ai fait de la concertation aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants. Vous faites de la concertation avec les enfants, alors déjà
ils ont un côté, tu commençais à en parler tout à l'heure, mais il y a une fraîcheur dans les idées qui, voilà, peut paraître parfois un peu excessive, mais franchement, aujourd'hui, tout est bon à prendre. C'est tellement compliqué, tout est bon à prendre. Et puis, ils ont un altruisme, une notion, en fait, du commun, de la collectivité qu'on perd, nous, je pense. Et puis surtout, un enfant, quand on fait la concertation avec lui, quand on lui explique un projet, s'il ne comprend pas un truc, il pose la question. Il pose des questions et veut en savoir plus. Les adultes, enfin nous, aujourd'hui, si on ne comprend pas un truc, on peut être vite gêné, mal à l'aise. Voilà. Donc non, il n'y a vraiment que des avantages à travailler avec les enfants. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur le droit à l'essai. Ouais. On parle toujours du droit à l'erreur dans la ville, mais moi, en fait, finalement, je préfère le droit à l'essai. Et ce qui manque beaucoup, alors moi, je travaille beaucoup sur le design urbain et sur les aménagements, la réflexion design dans la ville, parce que c'est ce qui m'anime depuis des années. J'ai souvent dit à Gérard Collomb, en disant il faut tester des choses, il faut vraiment qu'on soit un véritable laboratoire et que la ville puisse tester. Alors on avait un événement pendant quelques années où on demandait à des designers, à des collectifs de réfléchir à des solutions, à apporter des solutions concrètes, et puis on allait jusqu'à les prototyper à échelle 1, on les installait dans des quartiers, et puis après on était vraiment à l'épreuve de l'usage. Et cette épreuve de l'usage, il faut vraiment l'intégrer. Et pour les enfants aussi, ils ont plein d'idées. Ils ont des idées dans les conseils d'arrondissement, les conseils d'enfants d'arrondissement. Mais il y a toutes ces idées-là, ça ne marchera que si on les prototype. Et si on prend le temps, et je suis sûre, parce que la collectivité ne peut pas tout faire, mais je suis sûre que les aménageurs, les promoteurs, il y a plein de gens qui pourraient dire « Ok, cette idée, elle est géniale, on va la tester. » Et puis on peut se planter, parce que c'est ça le design aussi. C'est que c'est vraiment le fonctionnement par itération aussi, si ça ne fonctionne pas. Et parfois, il ne suffit pas de grand-chose pour faire en sorte que le projet qui avait l'air vachement sympa sur le papier comme ça, redevienne finalement, et qu'il y ait une adhésion au projet. Mais pour ça, on peut l'imaginer, mais tant qu'on ne l'a pas réellement vécu, fait l'expérience aussi de la relation, de l'expérience aussi des usagers, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on va faire bouger la ville. Je le dis depuis des années, j'en profite pour le redire. Il faut vraiment laisser cette possibilité-là. Alors je sais qu'il y a plein de problématiques de sécurité, mais il va falloir trouver un moyen de le faire plus, parce qu'on voit encore aujourd'hui sur des places à Lyon où on a installé des super bancs publics, des super bancs, des assises, et que les assises, elles sont séparées de 2 mètres, et les 2 mamies qui viennent tous les matins avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants ou leurs chiens, elles ne peuvent plus se parler, parce que la ville, elle fait du bruit. Il y a du bruit, il y a trop de nuisances, elles ne se parlent plus, tout simplement parce qu'il y a eu une rupture à un moment donné dans la chaîne, dans la démarche du design, et qu'à la fin, on a scellé du mobilier, et ça ne marche pas. Voilà. Donc il y a un moment, il va falloir oser aussi déceler et puis rapprocher les bancs. Voilà. Je donne cet exemple-là parce qu'il est hyper important, et il faut qu'on l'intègre. Moi, je vous propose, on a commencé avec les enfants, on finit avec les mamies, comme ça on a fait toutes les tranches générationnelles. On va passer le micro que vous avez, Olivier Cuir, on va le passer dans la salle s'il y a 2-3 questions. Je vous propose de garder vraiment des questions et pas des commentaires, parce que ça, on aura tout le temps de discussion de l'après-midi pour en discuter, pour parler avec nos intervenantes et intervenants. On a 5-10 minutes, 2-3-4 questions. Bonjour et merci à tous pour cette intervention. Moi, j'ai une question très pratique. Sur la Cité des Halles, par exemple, on est très en faveur de tester un certain nombre de choses, et notamment les questions de la ville à hauteur d'enfant. Quels seraient vos conseils pour une friche, pour développer des outils ou des choses qui soient incroyables pour les enfants, vous qui êtes plus en lien avec eux que moi, visiblement? Justement, je pense qu'on n'a pas de conseils, il faut demander aux enfants. Voilà, tu as posé la question piège et on c'est mon seul conseil. Voilà. Non, mais l'idée, c'est justement de pouvoir développer des dispositifs qui vont faire qu'on est en capacité d'aller recueillir l'expertise d'usage des enfants. Les enfants, comme les adultes avec lesquels on fait la concertation, ne sont pas
des sachants. Le travail d'une asso comme Chic, c'est aussi de faire de la traduction d'un besoin pour ensuite pouvoir écrire un cahier des charges et rendre le besoin concret pour un concepteur, pour un designer. Et là, il y aurait plein de choses à faire. Je crois qu'il y a un groupe d'enfants qui est à proximité et qu'on peut aller interroger si vous voulez. On va aller les voir après alors. Ils sont juste derrière la buvette et alors j'ai pas le déroulé précis, mais il y a des ateliers qui vont s'étaler jusqu'à la fin de la session. Donc si à un moment vous avez envie d'aller avec vos enfants faire cet atelier, vous pouvez. D'autres questions ? Juste pour préciser, l'atelier est en continu pour les enfants. Bon, désolée, mais ça m'intéresse. Il y avait eu un programme qui s'appelait La rue des enfants, auquel on a eu la chance de participer avec les artistes avec lesquels on travaille. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs au niveau métropolitain qui vont lier un petit peu tout ce qui est réalisation artistique et enfants, justement, parce que j'avais trouvé ça passionnant? Alors, c'est pas moi qui veux dire le contraire, c'est passionnant, les rues des enfants, effectivement. Bon, en 2-3 mots, peut-être, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est une rue des enfants, mais c'est justement, tu évoquais la sécurité des enfants en ville, et c'est avant tout des enjeux, des projets qui répondent à un enjeu de sécurisation aux abords des écoles et des crèches, donc partout dans la ville de Lyon. Voilà, pour répondre à la question, c'est principalement un projet qui se fait sur Lyon, donc dans les 9 arrondissements, et dans le cadre de ces projets de rue des enfants, il y a des fresques artistiques, effectivement, donc grâce dans ces projets de fresques artistiques, donc ce sont des artistes professionnels qui font des résidences artistiques dans l'école avec les enfants, et avec les enfants ils vont embellir l'espace public et permettre aussi aux enfants de l'école de se réapproprier l'espace public grâce à l'art. Alors pour répondre à la question par rapport à la métropole, je crois que ça commence à être évoqué dans d'autres villes, mais ce sont surtout des projets qui se font plutôt à Lyon, sur Lyon même, et il y en aura d'autres. Il y a encore d'autres projets qui sont lancés déjà de fresques avec des jurys en ce moment, justement pour que les écoles elles-mêmes sélectionnent les artistes. Ce qui nous permet de dire quand même qu'il y a un atelier fresque collaborative juste ici, je l'avais dit tout à l'heure, et que la table ronde qui va suivre parlera de la place des artistes et justement comment remettre aussi du sensible et de la poésie là-dedans. Ça implique de regarder des usagers un peu oubliés de l'espace public, ça implique aussi de travailler avec des acteurs parfois oubliés de l'espace public. Est-ce qu'on continue les questions ou est-ce qu'on prend une pause méritée pour se préparer pour la deuxième ? D'accord. Bonjour. Vous avez évoqué la problématique des aires de jeu qui sont très sécurisées parce que conçues au regard de normes. Est-ce qu'il y a des chantiers réglementaires qui sont engagés pour assouplir ces normes ou les responsabilités qui sont engagées de la part des élus ou des copropriétés, des bailleurs ? Alors, au niveau des aires de jeu, on ne peut pas changer les normes avec une baguette magique, mais on essaye de faire au mieux pour que ça soit des aires de jeu le plus naturel possible, pour prendre en compte donc, les demandes des enfants au maximum, tout en respectant les normes, qui sont relativement contraignantes, mais qui permettent quand même d'avancer, d'aller assez loin. Là, depuis 3 ans, on rénove les aires de jeu avec déjà des matériaux beaucoup plus naturels, que ce soit pour les sols ou pour les jeux. Également, on ajoute plus de bornes fontaines. Tu évoquais l'eau tout à l'heure, la place de l'eau à Lyon. Lorsqu'on est arrivé à la mairie en 2020, il y avait de l'eau dans 90 aires de jeu à peu près sur les 218. Là, on en met systématiquement. Donc, on prend en compte les normes qui existent, mais on essaie de pousser au maximum pour que les enfants puissent quand même faire des choses un peu différentes de ce qui est fait habituellement. Et on développe notamment le jeu libre. Là, on a un projet de terrain d'aventure déjà expérimental et ensuite développer ces terrains pour que ça soit des aires de jeu, des espaces où les enfants puissent plus développer leur créativité, leur imaginaire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elles ont été surtout pensées en termes de sécurité et pour pas qu'il y ait bien sûr de blessés, ce qui est normal, mais elles n'ont pas pris en compte vraiment certains besoins fondamentaux des enfants. Je suis pas sûre qu'il y ait moins de bobos qu'à l'époque quand nous étions jeunes. Je ne sais pas. Mais bon, on n'y peut rien. C'est ces normes de sécurité. Mais moi, je trouve que c'est vraiment c'est too much. Mais je sais bien que c'est pas à votre niveau et que c'est un autre niveau. C'est bien complexe. Mais à force effectivement de cadrer, je connais pas mal d'entreprises qui travaillent justement sur des réflexions et des designers qui travaillent sur ces questions-là. Et on est toujours bloqué. Et on est toujours ramené à ce problème de sécurité.
Et c'est important, mais c'est bien dommage quand même, parce qu'on coupe vraiment à cette l'imagination, la curiosité. Je veux dire, les enfants qui font toujours les mêmes parcours, je les observe mes enfants ne sont plus dans les aires de jeu, mais j'emmène mes neveux et nièces, et je trouve ça hallucinant. Donc oui, il faut absolument développer des choses pour que les enfants fassent ce qu'ils ont envie de faire, et ils sont très inventifs, donc laissons-les. Et je pense qu'il y a les designers, encore une fois, peuvent proposer plein de choses, donc il faut faire appel aux designers. Ouais, moi j'ai 2 petits exemples. Alors je vois qu'il y a plein de gens qui viennent de bureaux de contrôle dans le coin, donc je ne vais pas parler trop fort. Il y a eu un dispositif à Saint-Étienne avec la Cité du Design qui est de créer des résidences avec des designers et des artistes dans les écoles pour repenser l'espace de la cour de récré. Et il y avait un exemple assez marrant où les enfants avaient prototypé un espèce de gros rocher où ils pouvaient rentrer, etc. Machin. C'était magnifique, et le bureau de contrôle a dit non mais on peut pas, c'est beaucoup trop dangereux. Et au final, ils ont contourné le truc. Ce gros rocher n'est pas un jeu, c'est une sculpture. Sur Ça laquelle, marche. si les enfants veulent... S'ils veulent grimper dessus, après, ça ne regarde plus le bureau de contrôle. Il y a ça, et puis après, sur la question du design, je ne sais pas si vous connaissez le parc Blandan et l'aire de jeu qui a été créé par Baz. Mais je pense que c'est... Baz, qui est une agence... Ouais, de paysage. Et donc, c'est eux qui ont réhabilité, transformé le parc Blandan. Et cette aire de jeu, la grande vague, cette muraille, elle est pensée de manière suffisamment intelligente pour que, effectivement, les parents puissent prendre des petites sueurs froides, parce que globalement, le concept du truc, c'est qu'à un moment, votre enfant, il va partir jouer, et il faut accepter qu'il va disparaître de votre vue pendant parfois plus de 5 minutes. Et du coup, voilà, c'est juste le design aujourd'hui qui permet certainement de contourner un petit peu et de dépasser ces attentes ultra sécuritaires qu'on a tous aujourd'hui. Et c'est intéressant, et je vous proposerais qu'on s'arrête là-dessus, parce que de toute façon, ça sera le lien avec la table ronde qui va suivre. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué à vous écouter tous les trois, c'est qu'il a à chaque fois été question de la place du design et des designers. Et j'ai quand même le sentiment, l'intuition de l'extérieur, à vous écouter, que l'arrivée du design en tant que méthodologie, en tant que pratique dans la fabrique de la ville, qui est finalement assez récente, en tout cas qui s'étale sur une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années peut-être maximum, a amené aussi cette nouvelle prise en compte des autres usagers qui n'étaient pas pris en compte dans la fabrique traditionnelle de l'espace urbain. Et j'ai l'impression que c'est quand même pour le meilleur. On va continuer avec une table ronde qui continuera un peu sur ces sujets à travers la figure de l'artiste, de l'art, de la culture, de l'artisanat, qui va commencer dans 10 minutes tout pile. Donc si vous voulez aller à la buvette, vous pouvez. Je vous rappelle quand même tous les ateliers, fresques collaboratives, travail avec les enfants, 2 ateliers pour ça, jardin, potager urbain, sérigraphie et jean à partir de tout à l'heure pour ceux et celles qui sont intéressés, réservé aux plus grands en théorie. Mais voilà, nous on se retrouve dans 10 minutes, ici même, et merci beaucoup de votre attention.